Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. La dernière allocution du président restera dans l'histoire comme le début de la transition paradisiaque de l'existence humaine. Eh oui, effectivement, celui-ci a annoncé une paix durable avec le reste du monde et dans la foulée a été votée la loi Bonheur visant à combler les attentes de chacun avec budget illimité. C'est dans l'imaginaire que j'ai puisé pour annoncer ceci. Hélas, dans la vraie vie, on est autrement. Le résident de l'Élysée est un va-t-en-guerre et le seul bonheur serait de s'en débarrasser au plus vite. Bonsoir et bienvenue dans La France Libre, une émission du Conseil national de transition français, canal historique, avec Philippe, avec Jean-Pierre et avec vous-même. Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent, et puis bonsoir à tous les collègues aussi qui nous écoutent. Alors effectivement, le bonheur, tu as cité un terme que j'aime beaucoup, c'est le bonheur. On mesure jamais assez bien le bonheur. Je crois que c'est le Bhoutan, le pays qui est dans l'Himalaya, qui mesure le bonheur comme nous, on mesure le PIB, produit intérieur brut des nations, ils mesurent le bonheur. Je trouve ça génial. Et ils doivent avoir trouvé le secret parce que dans leur montagne, là-haut, ils sont embêtés par personne. Ils ont un mode de vie qui leur permet d'être en adéquation avec eux-mêmes et de progresser dans le bonheur. Alors, ayons du bonheur et surtout, disons-nous que le bonheur, on peut le trouver de toutes les façons possibles, comme là, par exemple, en ce moment, où nous sommes dans un retour de saison. La saison, c'est le printemps. Et le printemps, c'est aussi un synonyme du bonheur pour tous les oiseaux, pour tous les animaux qui farandolent devant ma fenêtre, là. C'est quelque chose de très plaisant à voir et on se dit que nous aussi, nous pauvres humains, pauvres terriens, nous avons aussi droit au bonheur et pourtant on essaye de nous mettre sous le boisseau et on essaye de nous faire taire, on essaye de nous effrayer, tout ça mis bout à bout pour ne plus avoir de bonheur. Eh bien, on en a quand même, n'en déplaise à toute cette bande de gens qui veulent pas qu'on ait du bonheur. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'était l'introduction. Alors avant de démarrer notre sujet, je voudrais revenir sur une actualité dont on a déjà parlé en début de semaine dernière. C'est l'éducation telle qu'elle est prévue aux États-Unis d'Amérique. Et parmi les grandes choses qu'a faites Monsieur Trump, en tout cas les choses les plus accessibles et les plus possibles, qu'il était possible sur lesquelles il était possible qu'il agisse, il y a l'éducation. Ça coûte pas cher de faire un traité et ça coûte pas cher d'écrire qu'on va rendre à chaque pays des États-Unis d'Amérique son autonomie en matière d'éducation. Alors ça peut être certains sont contre, d'autres sont pour, ça c'est un sujet de polémique. Sauf que dans l'ancienne version, toute dernière version, donc utilisée, on centralisait l'éducation du côté de Washington. C'est Washington qui donnait le là, exactement comme ça se passe en France aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs. Et l'éducation est la même pour tous les petits Français depuis des années et des années. Et alors qu'en Amérique, ça a toujours été un mouvement de balancier. Et donc là, en l'occurrence, eh bien, Monsieur Trump s'est aperçu qu'il y avait 6 ou 7 milliards qui étaient totalement comptablement perdus, c'est-à-dire qu'on n'avait pas récupéré, on n'en connaissait pas l'emploi. Donc, où est passé cet argent? Et donc, il dit, en attendant de retrouver cet argent, on va arrêter de créer des sources de fuite. Et puis, on va revenir à un système qui est moins gourmand financièrement et en tout cas dont nous avons la maîtrise au niveau comptable. Ce qui semblait pas être le cas avant, ou en tout cas, s'il y avait une maîtrise, elle n'était pas faite pour nous les petits, mais elle était sûrement faite, cette maîtrise, pour ceux d'en haut. Je voulais vous dire, voilà. Nous allons regarder l'actualité en images et on se retrouve juste après les amis. Moi, je vais tous les jours tous les jours quelque part dans un lieu public pour un petit peu entendre les conversations. Et quelquefois des gens qui sont mes abonnés ou qui me connaissent comme ça, qui m'interpellent. Et ce qu'on me dit aujourd'hui, la manière dont les gens raisonnent, la manière dont ils voient le monde en 2025, c'est comme si on avait, disons depuis 2020, depuis la pandystopie comme je l'ai appelé, c'est comme si on avait une partie de la population, pas tous, mais une partie de la population qui avait en 5 ans passé de l'état de bébé à l'état d'adulte. C'est vraiment, les gens comprennent et ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Nous en savons trop. Tu sais, les témoins qui en savent trop. Et oui. Les témoins qui en savent. Le type qui a vu, tu sais, quand les ravisseurs par maladresse laissent tomber leur cagoule et que le kidnappé les voit, il faut le tuer. Il faut le tuer parce que sinon ils sont foutus. Donc là maintenant on voit sous la cagoule et donc il faut nous tuer. Vous raisonnez, vous commencez à voir clair, faites attention, vous commencez à être dangereux. Oui, alors ce qu'il faut peut-être aussi, c'est signaler que c'est un extrait d'une émission qui a été faite chez des gens que je ne qualifierais pas de confrères, mais qui sont journalistes visiblement. Voilà, on les remercie pour le travail que eux font avec tous les autres.
et les informations qu'il restitue et qui nous arrivent jusqu'à nous, qu'ils les relayons bien volontiers lorsqu'elles nous semblent tout à fait correctes, ce qui est le cas. Hein. Alors là, il y a un mot que prononce ce monsieur, c'est le mot « ils savent ». Ils savent, donc ils deviennent dangereux. Moi, je crois que on a toujours su, c'est-à-dire que les choses étaient sous nos yeux depuis longtemps, mais on ne commence à les comprendre que maintenant. Il n'y a que maintenant que l'on commence à comprendre que les dirigeants, ceux qui sont censés nous diriger, eh bien, ne sont pas là pour notre bien, justement, pour aller mener les choses dans la bonne direction pour nous, mais au contraire pour ne satisfaire que leurs besoins à eux, qui sont tout à fait pas du tout compatibles avec les nôtres. Donc ça, c'est une compréhension. Il y a une différence entre savoir et comprendre. Donc c'est cette différence-là qu'il est important à mon sens, de faire aujourd'hui, parce que les gens comprennent de plus en plus. Et c'est ça qui est tout à fait très, très intéressant. Et effectivement, je partage cette analyse de ce monsieur. Il y a eu en 2-3 ans, et quelles années, quelles 2-3 années derrière nous, quand même, ça a été la totale. On a eu le confinement, on a eu les vaccins, enfin, je vais pas refaire le recensement de tout ça. Et on est en train d'évoluer tout simplement. Alors il y a les enfants qui évoluent en adolescent puis en adulte. Et là, on était des adultes et on a je dirais les écailles qui nous sont tombées des yeux, comme disait François de Sibenthal, que j'ai pas connu, mais qui était un monsieur tout à fait respectable, et qui nous disait que subitement, lui, il avait eu les écailles qui lui étaient tombées des yeux lorsque lui, en tant que banquier, avait compris comment fonctionnait le système de prêt des banques à partir de rien. Et il était pourtant banquier, mais il n'avait pas compris. Et ça ne veut pas dire qu'il est idiot, ça veut dire simplement qu'on l'a élevé dans des évidences préétablies, de telle sorte qu'il se posait pas de questions, ou je dirais pas même plus de questions, il s'en posait pas du tout, il s'en était jamais posé, jusqu'au jour où il a fait un arrêt sur image, il s'est dit, mais bon sang, mais comment ça fonctionne ce truc? Il a creusé, il a vu, il a compris. Alors qu'il avait tout sous les yeux. Donc la compréhension, c'est une chose bien plus importante que de savoir. Voilà Moi, j'irais bien plus loin, Philippe. Je dirais que c'est la raison qui l'emporte et que, à force justement de raison, eh bien, tout simplement, la vérité s'illumine sous nos yeux. Eh oui. Exactement. Et ça, la raison, c'est la nature même de l'être humain. Il y a des gens qui sont plus ou moins raisonnables, qui font des projets plus ou moins réalistes, qui sont plus ou moins agressifs vis-à-vis des autres, en s'en apercevant ou en ne s'en apercevant pas. Ont-ils tous les mêmes qualités que devrait avoir, en tout cas à notre sens, hein. Nous, en tant qu'humains, on estime que nous avons des défauts et on estime que nous avons des qualités. Eh bien, voilà, si ces défauts et ces qualités passent dans le même crible, nous sommes des humains. S'ils passent pas dans le même crible, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose à côté qui n'est pas naturel, à cette population sur la Terre qu'on appelle la population des humains. J'ai lu récemment quelque chose d'assez intéressant, d'ailleurs, sur les ethnies. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que les Noirs sont des Noirs? Est-ce qu'ils étaient d'abord blancs, ils ont noirci ou inversement? Pareil pour les Blancs, les Indiens, etc. Les différentes ethnies que nous trouvons. Alors, on parle de race quelquefois, mais on s'aperçoit que les scientifiques nous disent non, il n'y a qu'une seule race humaine, d'après je dirais ce que nous avons dans le sang, hein, c'est-à-dire l'ARN, l'ADN, etc. Et il y a qu'une seule race humaine. Par contre, il y a eu plusieurs constructions de cette même race humaine avec des différences significatives pour voir comment ces êtres humains, tous humains, étaient capables de vivre les uns avec les autres. Alors, c'est à la fois poétique et à la fois tentant de dire, ah, mais tiens, c'est pas mal comme explication. Et elle me plaît bien, cette explication. Je n'ai aucune idée de savoir si elle est vraie ou si elle est fausse, mais je me dis qu'il existe des explications qui satisfont mon intellect et que peut-être un jour, nous aurons par les scientifiques des réponses exactes qui nous satisferont et non pas des demi-réponses ou des interrogations permanentes et des questions dans lesquelles nous sommes plongés en permanence sans avoir jamais les bonnes réponses et sans qu'on nous les propose tout simplement, hein, même en étant persuadé au fond de mon cœur en ce qui me concerne qu'elles existent ces réponses, qu'elles sont détenues par un certain nombre de personnes et que pour l'instant, on attend de les officialiser ou voilà, on en est là. Voilà. Alors Jean-Pierre, tu veux nous parler? Oui. Pour moi, l'éducation, c'est une affaire d'être. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner la même éducation à deux êtres différents puisqu'ils n'ont pas au même moment les mêmes besoins. Et donc, André Stern propose simplement de les laisser découvrir par le monde en leur donnant tous les moyens possibles à leur disposition pour découvrir le monde à leur rythme et de leur manière. Donc déjà, je trouve ça un réel progrès de laisser chaque État
libres de choisir la meilleure éducation pour les gens qui vivent sur place. Parce que forcément, ils ont un fonctionnement différent de ceux qui vivent dans d'autres contextes. On ne peut pas donner la même éducation à quelqu'un qui vit dans une forêt vierge qu'à quelqu'un qui vit dans un désert. Il y a des choses à savoir pour survivre. Et il y a des choses à savoir pour être heureux. Je me réjouis de cela. Alors, par rapport au terme adulte, je choisirais plutôt le terme responsable. Le bébé, il est dépendant de ses parents et de son entourage, et c'est normal. Et plus il grandit, plus il devient responsable de ses actes, de ses pensées et de ses paroles. Et le terme voir, pour les sorciers de haut rang, c'est-à-dire les gens qui cherchent les sources en eux-mêmes, le fait de voir est un acte prodigieux. Donc, les écailles se sont tombées de nos yeux, comme c'est écrit d'ailleurs dans les écrits très anciens, et leurs yeux se dessilliront. Eh bien, nous pouvons maintenant accomplir cet acte prodigieux qui consiste à voir le monde tel qu'il est, à voir soi-même et à voir son autre tel qu'il est. Merci d'avoir entendu. Merci Jean-Pierre. Je vais vous donner 3 noms de personnes politiques à l'international. Alors 2 sont légitimes, la 3e ne l'est pas, et il va falloir se poser cette question, à qui se fier parmi ces 3 personnes. Évidemment, il y a Poutine, il y a Trump, et puis la personne qui est légitime, Van der Leyen. À qui se fier entre Poutine, Van der Leyen et Trump? Notre sujet de discussion ce soir. Ah, voilà un beau sujet, par contre. Alors, effectivement, je voudrais quand même compléter rapidement ce que disait Jean-Pierre sur l'éducation. Effectivement, ce qu'a dit Monsieur Trump, pour lui, c'est que l'Amérique, en termes de qualité de l'éducation des enfants, était dans le peloton de queue. Alors, ça nous rappelle la France, n'est-ce pas, qui a migré dans les mêmes circonstances, alors qu'on était dans le peloton de tête il y a quelques dizaines d'années. Nous sommes désormais dans le peloton de queue. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui a raté, qui a foiré, j'ai envie de dire, dans notre éducation, qu'elle soit nationale ou qu'elle soit par État aux États-Unis ou fédérale. Voilà ce que je voulais compléter. Pour démarrer sur le nouveau thème, donc, nous avons donc en présence, si on voulait faire une sorte de masterclass ou tout simplement un tableau d'honneur, de qui entre Trump, Van der Leyen, Poutine, en qui nous avons le plus confiance et en qui faut-il que nous ayons plus confiance. Voilà. Pour répondre préalablement à l'ensemble de ces 3 personnes qui sont des politiciens et des politiciennes, j'ai envie de dire à personne, parce que la politique c'est pas franchement l'endroit où on trouve la vérité, quoi. C'est l'endroit où on trouve de quoi mener les gens. C'est l'endroit où l'on trouve de quoi les gouverner. C'est l'endroit où on trouve de quoi les faire obéir. Parce qu'on a besoin, ils ont besoin que nous obéissions. Et c'est la raison pour laquelle on peut compter sur beaucoup de choses, mais pas sur la vérité et pas sur la confiance qu'on leur remet en eux pour que nous soyons heureux. Alors certains se contentent d'être vivants. C'est-à-dire, moi, ce qui me suffit, c'est d'être vivant et qu'ils ne me tuent pas. Ah bah ça c'est bien, mais c'est une ambition un petit peu limitée. Est-ce qu'on pourrait pas demander à ces 3 personnes et toutes celles qui les ont précédées et qui leur succéderont de bien vouloir envisager de nous rendre heureux? Et si c'est pas le cas, il va falloir que nous trouvions nous des solutions. Mais ça c'est pour une autre émission, ça. Donc voilà. Donc alors, est-ce que Monsieur Poutine, alors on peut rapidement faire un petit balayage qu'est-ce que Monsieur Poutine a à faire dans l'histoire du monde en ce moment? Beaucoup de choses visiblement, hein, puisqu'on sait, on va pas trop se redire les choses, mais on sait qu'il est le patron et qu'il est le dirigeant d'un pays immense géographiquement, qui est également très intégré, c'est-à-dire qu'il y a une unité de pensée dans ce pays malgré les différences des ethnies, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ethnies différentes en Russie, mais les Russes en particulier sont particulièrement solidaires. Et voilà, donc ils sont derrière leur chef. Pourquoi? Parce que tout simplement, on oublie souvent de le dire. Lorsqu'on parle de Poutine, on entend trop souvent que c'est un dictateur, etc. Mais en fait, de dictateur, il a quand même sauvé son peuple de la quasi-famine au début des années 2000. Et il a multiplié par 6 ou je sais plus combien le PIB, le produit intérieur brut, et donc d'autant comment dirais-je, d'autant le bonheur de vivre en Russie, quoi. Voilà, les moyens financiers pour chacun des Russes et qui sont montés pendant plus de 20 ans en puissance et qui sont arrivés non pas à côté ou presque même à la même hauteur que nous, mais qui nous ont dépassés en termes de comment dirais-je, de trucs de vie, quoi. Comment appelle-t-on ça? L'art de vivre ou je ne sais quoi. Voilà. Donc on est à la bourre, nous en Europe, on sait pourquoi, on va y revenir avec Madame von der Leyen, mais il y a une histoire derrière tout ça.
Et donc, Monsieur Poutine, donc lui, il se balade, il a fait des choses importantes, il a pu avoir les moyens de ses ambitions. Certes, il a duré un peu plus longtemps que le mandat d'un démocrate moyen, mais dans la démocratie dont on parle, on a en fait un jeu de chaises musicales où on s'aperçoit qu'une fois qu'on a remplacé tous les 4, les 5 ou les 7 ans un certain nombre de personnels, ce sont les mêmes qui se repassent les mêmes fonctions. Donc il y a une sorte d'adaptation de la démocratie à une tyrannie larvée de gens qui se connaissent tous, qui ont grandi à peu près au même endroit, qui fument les mêmes choses, qui boivent les mêmes choses, qui consomment les mêmes choses, qui ont les mêmes loisirs et qui se retrouvent toujours aux mêmes endroits. Et ceci s'échangent les places. Voilà. Donc après les élections, on a eu un tel, après on aura Pierre, après on aura Jacques, etc. Et c'est un entre-soi. C'est un terme qu'on entend souvent, mais qui est vérifié. Et tout le théâtre je dirais, de l'Assemblée nationale, auquel nous assistons quelquefois si on en a envie, hein, à la télévision par exemple, eh bien, c'est vraiment du théâtre. C'est-à-dire que ces gens récitent un texte, chacun a son rôle, alors le méchant, le gentil. Ça me rappelle les matchs de catch dans mon enfance qu'on voyait dans les années 60 à la télévision. Il y avait les gentils et puis les méchants qui avaient des airs de méchants et les gentils qui venaient comme Zorro pour sauver celui qui était prisonnier. C'est aussi caricatural que ça. Je n'exagère pas. Donc voilà, donc Monsieur Poutine, lui, il est un petit peu hors de ce coup-là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas rattaché au monde occidental, il est rattaché plutôt au mode orientalo-russe, tout simplement, parce que la Russie en elle-même est un continent, est un pays, est un paradigme en elle-même. Donc ça, il faut quand même l'admettre. Et puis, elle aurait pu être challengée par des armées, par des systèmes militaires qui auraient pu venir à bout d'elle. Or, elle a appris beaucoup au niveau militaire de la période où la Russie s'appelait l'URSS, déjà, premièrement, même si elle a dû constater qu'elle avait plus d'argent pour payer. Donc, elle a mis la clé sous la porte, comme on dit. Hein, elle a été vaincue par les problèmes économiques. Et elle est devenue la CEI, la communauté de Russie, je sais plus comment ça s'appelait, la CEI. Et maintenant, c'est la Russie. C'est redevenu la Russie. Mais c'est redevenu la Russie comme au temps des tsars. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où M. Poutine, il se considère non pas comme un tsar, mais comme l'héritier des tsars. C'est ce qu'il dit. Hein. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une unité, il y a la volonté de vivre ensemble, et puis surtout la volonté de ne pas se faire marcher sur les pieds. Parce que ce monsieur, il a beau être gentil une fois, gentil deux fois, trois fois, au bout de la 10e fois, il peut s'énerver. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'Ukraine. Bon, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, il y a des raisons pour lesquelles il a attaqué en 2022. Hein, donc c'est pas sorti de son chapeau comme ça. Hein. Donc voilà, donc ce monsieur, alors faut-il lui faire confiance? Dans la mesure où il a très bien traité son peuple, dans la mesure où effectivement le niveau de vie a augmenté quasiment verticalement pendant 20 ans en Russie. C'est vrai que ça partait de très bas, mais maintenant ils sont au-dessus de nous. Il faut aller voir un peu les villes, il faut visiter un peu la Russie pour se rendre compte à quel moment de leur histoire ils se trouvent. Les métros, les transports en commun, la fabrication industrielle, ils maîtrisent à peu près tout. Et alors évidemment, on leur a mis des bâtons dans les roues avec les sanctions anti-russes, hein, qui consistent à dire, puisque vous avez envahi l'Ukraine, eh bien, on va vous interdire l'accès à un certain nombre de produits de l'Occident, notamment, et pas seulement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est tout naturellement tourné vers la Chine, qui elle est également un partenaire pour lui, et qui n'a pas du tout tenu compte de ces sanctions. Et puis, il a développé des compétences internes à son pays qu'il n'avait pas jusqu'avant, ces fonctions, justement. Hein. Donc, ça a permis de développer un certain nombre de choses. Donc, ça a relancé l'économie, en plus, à l'intérieur de la Russie. Et en plus, pour terminer tout ça, on s'est aperçu à l'occasion de la guerre d'Ukraine que non seulement il l'avait gagné et depuis longtemps, mais qu'il l'avait gagné, comme on dit, à plate couture. C'est-à-dire que tous ces gens qui avaient prévu d'attaquer la Russie, qui devaient à un moment donné céder à la provocation et attaquer elle-même, ce qu'elle a fini par faire, mais en face, ils n'avaient pas les moyens, ils ont mal calculé leur coût, et on se retrouve à la place le lapin se retrouve à la place du chasseur, et inversement, j'ai envie de dire. Donc, dans ces conditions-là, Monsieur Poutine, là, il a juste gagné, quoi. Et il attend que des gens qui sont un petit peu autour de lui, en dessous de lui, tous sont en dessous de lui, puisqu'il est le maître militaire des affaires. Hein. Quand on est maître militaire des affaires et qu'on est entouré par des sociétés belliqueuses qui nous ont traités comme un voyou et qui nous ont empêchés d'accéder à un certain nombre de circulations économiques, eh bien, on a toutes les raisons de chercher non seulement à arrêter la guerre, mais à l'arrêter à son propre bénéfice, évidemment. Négocier, certes, mais négocier avec les termes du vainqueur, pas du vaincu.
Qu'a fait Trump? Bah, lui, il a raisonné à peu près de la même façon en se disant, ben voilà, je constate, un, il y a plus de sous aux États-Unis. Deux, monsieur Poutine a gagné la guerre. Donc, c'est plus la peine de, voilà, on tourne la page. Alors après, il restait plus qu'à savoir qui avait tort, qui avait raison. Là, ils ont trouvé l'astuce, ces Américains, de renvoyer à l'Europe tous les maux de la terre en disant, c'est pas étonnant que vous en soyez là. Si vous nous aviez écouté, ça ne se serait pas passé comme ça. Nous, on a tout ce qu'il faut. On rentre chez nous avec armes et bagages et on vous laisse vous débrouiller en face à face avec monsieur Poutine et on traite, nous, directement avec lui. Donc voilà. Oui, quelqu'un voulait intervenir à ce niveau-là? Je veux bien intervenir, mais quand ce sera possible. Ah bah sur c'est possible. Alors le titre de l'émission, à qui se fier? Alors oui. je traduirais plutôt par à quoi ou à qui être fier de se fier. Et la réponse, c'est à ce que nous avons et surtout à ce que nous sommes de plus noble en nous-mêmes. Il ne s'agit pas de se fier à quelqu'un plus qu'à soi. Il s'agit de se fier à des valeurs. Les valeurs que chaque être porte en soi, qu'il le sache ou non. Merci d'avoir entendu. Ben merci Jean-Pierre. Donc je termine sur Poutine. Donc vous aurez compris un peu la démonstration que je fais, qui est la même qu'on peut trouver sur un certain nombre de chaînes comme les nôtres. Alors est-ce que ça veut dire qu'on peut faire confiance à Poutine à 100%? Bah pas du tout. Lui, il défend la Russie, il défend pas la France, il défend pas l'Europe, encore moins l'Europe que la France. Donc lui faire confiance pour nous mettre une bombe sur la tête, si jamais monsieur Macron insiste, il est capable d'accéder à sa demande. Monsieur Poutine et de s'énerver, quoi. Donc lui faire confiance, non, on n'a pas, nous en tant que peuple, on peut pas aller voir monsieur Poutine pour lui demander de bien vouloir nous épargner. C'est comme si on était allé voir monsieur Hitler en 1938, nous les gens du peuple, en défilant avec des pancartes, s'il vous plaît, ne nous bombardez pas. Voilà, ça aurait été aussi idiot que ça. Et aujourd'hui, on sait très bien que la force, on sait très bien où elle est de son côté et pas ailleurs. Donc, il y a une peur qui est née. Donc, et là, c'est l'Europe. C'est l'Europe qui est prise en défaut parce que l'Europe s'est fait tirer le tapis sous les pieds, de telle sorte que les Américains repartent avec armes et bagages et avec l'OTAN dans pas longtemps. Donc, ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Et c'est entre la force militaire immense de la Russie et la force de l'Europe de l'Ouest qui est nulle. Eh bien, ou quasi nul, eh bien, on est mal barré, comme on dit. Et on nous dit qu'il faut, le premier réflexe, on va taper alors c'est notre faute, c'est notre faute, on va taper Madame von der Leyen, nous tape au porte-monnaie pour dire, mais surtout, sentez-vous à l'aise pour creuser un peu plus le déficit, parce qu'on a besoin de votre argent. Alors que si on n'avait pas besoin de votre argent, on vous interdirait de faire des prêts, on vous interdirait de faire du déficit. Voilà. Donc voilà, donc on va faire du déficit. Alors c'est pas simplement les personnes qui vont faire du déficit, ce sont les États. Chaque État va devoir mettre, je sais plus 4,5 ou 5%, je ne sais pas. En tout cas, c'est la théorie. Ça c'est ce que Madame von der Leyen. Et là, je change d'âne, si je puis dire. Hein, les mouches changent d'âne. Eh bien, je veux parler de Madame von der Leyen, qui représente avec un petit air l'Europe. L'Union européenne administrative, et elle nous dit donc voilà, donc il faut lutter absolument, et en face on a un affreux qui veut absolument nous tuer. Non, je crois pas que ce monsieur il veuille absolument envahir l'Europe. Je crois pas que ce soit dans ses projets. Je crois pas que la Russie à un quelconque moment de son histoire ait eu ce genre de velléité. Certes, elle est venue jusqu'à Paris en 1816 pour suivre le bon déroulement du massacre des dernières troupes de Napoléon. Mais elle est repartie immédiatement chez elle. Hein. On n'a pas gardé les Cosaques en France, que je sache. Enfin, en tout cas, pas majoritairement. Donc voilà. Donc ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il y ait une propension à se diriger vers l'Europe pour la conquérir. En revanche, il y a une propension à se diriger vers l'Europe pour travailler avec elle, pour vivre avec elle, pour se sentir européen avec elle. Ça a toujours existé. Et ça a toujours été la terreur des Américains depuis les années 30. Hein. C'est à savoir que l'Allemagne et la Russie se rapprochent de telle sorte qu'ils deviennent un contre-pouvoir trop important par rapport au pouvoir des États-Unis d'Amérique. Voilà, ça, c'est de la géostratégie de base. Pas besoin de sortir, comme on dit, de Saint-Cyr, même si c'est plutôt des gens qui sortent de Saint-Cyr qui traitent ce genre de sujet. Mais on est, nous aussi, au bout d'un certain temps, un petit peu au courant de comment se passent les choses. Voilà, donc ça c'est pour Madame von der Leyen. Que peut-elle? Pas grand-chose. L'Europe va-t-elle se construire? C'est mal barré. On a vu que Madame Meloni, qui est la présidente de l'Italie, a dit que pas une goutte de sang d'un soldat italien ne sera versée sur le sol d'Ukraine. Bon, comme ça, c'est clair.
ça fait déjà une chute, comme on dit, hein, sur 27 participants à l'Union européenne. L'Italie n'ira pas. Et l'Italie, c'est pas un petit pays, hein. De même que la Hongrie, c'est pas un petit pays. Voilà. Et de même que les Néerlandais non plus ne sont pas un petit pays. Alors sur la carte, oui, mais au niveau financier international, ils sont un grand pays. Et sur la carte, eh bien, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le Parlement néerlandais a dit qu'il ne souscrirait pas à une demande, si elle était faite, de qui que ce soit pour envoyer des piou-piou en Ukraine et surtout dépenser des sommes plus qu'importantes pour faire la guerre toujours au même endroit avec les mêmes personnes, quoi. La logique française, ça s'explique, hein. C'est parce que ces gens ne sont pas patriotes. Bah oui, ici en France, on est patriote, donc forcément, on va dans le sens, on veut la guerre. Alors justement, donc ceux qui observent Monsieur Macron, qui vous le remarquerez, ne fait pas partie de mon triptyque, parce que tout simplement il est à la remorque. C'est pas lui qui décide de quoi que ce soit, il est à la remorque. Alors Madame von der Leyen aussi, mais elle a au moins le mérite de représenter de façon pratique tout le mouvement de l'Union européenne quand il y en a, quand il y a des mouvements, comme par exemple en Roumanie où l'Union européenne est tout à fait capable d'organiser un coup d'État. Voilà ce que fait Madame von der Leyen. Elle collabore ou elle entreprend ou elle est motrice sur le déroulement de coups d'État en Roumanie, hein. Il n'y a pas d'autre façon de dire les choses. Le monsieur Georgescu, il a été interdit de se présenter, il a été critiqué, désigné comme un agent de Moscou, puis voilà. Et puis on a mis surtout à sa place quelqu'un de totalement occidentalo-compatible, pour pas dire carrément à la botte de l'Europe, hein. Donc c'est ce monsieur qui va être élu. Donc ce qu'il y a de bien en Roumanie, c'est qu'on connaît le résultat des élections avant les élections. C'est pas unique au monde, mais disons que c'est un symptôme de la qualité et de la bonne santé de notre soi-disant démocratie. Donc voilà. Alors Madame von der Leyen, à août, alors il reste qui, Monsieur Trump? Monsieur Trump, il est vibrionne, hein, il est vibrionnant. On l'a dit tout à l'heure, on a cité tout à l'heure l'exemple de sa modification de la loi concernant l'éducation des enfants. Et c'est, à mon avis, une bonne chose. Mais est-ce qu'il fait toujours des bonnes choses? Est-ce qu'on peut lui faire confiance sur tout? Bah, il a une morale, monsieur Trump. Il a une morale. Pourquoi je dis il a une morale? Parce que quand les troupes militaires russes ont réussi par un coup de génie, hein, à subvertir les troupes ukrainiennes par le sud, alors qu'elles-mêmes montaient vers Koursk, ces troupes ukrainiennes, et que par le sud à Soudja notamment, eh bien, il y a un commando de 800 hommes, hein, pas plus, qui ont mis en débandade toute l'armée ukrainienne quand elle s'est vue attaquer à l'arrière, tout simplement, hein. Elle n'a pas compris ce qui se passait. Donc, il y a eu une vaste débandade, suivie d'un tir au pigeon, d'un tir au lapin, vous appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire un massacre des Ukrainiens par les Russes, qui étaient fondés à le faire, puisqu'ils répondaient, ils étaient sur leur territoire en plus, les Russes. Donc voilà, donc c'est une guerre, hein, ça s'appelle une guerre. Après, on verra les points de vue moraux un peu plus tard, mais d'un point de vue militaire, les Russes ont fait un sacré coup. Alors le point de vue moral, qui est-ce qui nous en parle? Ben, c'est Monsieur Trump, justement. Monsieur Trump, il intervient téléphoniquement auprès de Monsieur Poutine pour lui demander de bien vouloir arrêter le massacre de ces pauvres Ukrainiens. Alors moi, je ne savais pas que M. Trump avait un intérêt dans la survie des Ukrainiens, parce que M. Trump s'intéresse plutôt, d'habitude, à ce qui concerne l'intérêt économique de son pays. Et là, je vois pas le lien. Donc, c'est un point de vue moral, hein. On est obligé de le considérer comme ça. Donc, on se dit, c'est très bien. Il a donc une morale. Première nouvelle, hein, je dirais, c'est une bonne nouvelle. Sauf que cette même morale, elle ne tourne pas dans le même sens quand il s'agit de Gaza, et elle ne tourne pas dans le même sens quand il s'agit de l'attaque par les Yéménites des bateaux américains dans la mer Rouge. En l'occurrence, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les bateaux américains qui ont attaqué les Yéménites sans qu'il y ait de raison, puisque en fait les Yéménites, eux, n'interviennent que pour arrêter les bateaux qui vont en direction d'Israël, parce qu'ils se considèrent en guerre contre Israël par solidarité pure et simple avec les gens de Gaza et les gens, non pas du Hamas, mais avec les gens de la Palestine, les Palestiniens. Donc voilà, qui sont affamés, tués, massacrés, comme chacun le sait. Donc voilà. Donc là, Monsieur Trump, non seulement il n'a pas interdit l'intervention, mais il a participé à l'intervention. C'est-à-dire que des bateaux américains sont allés frapper les Houthis au Yémen. Voilà. Donc deux poids, deux mesures. Il faudrait qu'on comprenne un peu les choses. Monsieur Trump est-il compliqué à comprendre? Sûrement. Il a une ligne directrice? Sûrement. Est-ce qu'on la connaît? À mon avis,
pas tout à fait. J'ai écouté un certain nombre de sites qui parlent de ce sujet précisément, et je n'ai pas rencontré de réponse claire sur la question. Donc on attendra. Oui, Jean-Pierre. Oui, alors, me fiant à mes propres valeurs, je reconnais aussi ceux qui ont les mêmes valeurs. Et j'ai fortement l'impression que M. Poutine et M. Trump ont beaucoup trop le respect des peuples, du leur en particulier, mais de tous les peuples, pour s'attaquer à un peuple. Ils s'attaqueront à des faux gouvernants. Pour moi, c'est une question simplement d'observer ses valeurs et de regarder celles des autres. Donc je ne crains pas, même si mon principe c'est de me fier à des valeurs plus qu'à des gens, parce que les gens sont faillibles alors que les valeurs sont immuables. Je ne crains pas de ces gens-là qui ont montré qu'ils avaient du respect pour leur propre peuple, donc obligatoirement ils auront du respect pour les autres peuples. Et je n'attends que de la noblesse de ces gens-là. Il faut être stupide pour s'attaquer à des peuples comme l'ont fait certains des pseudo-gouvernants et des pseudo-dirigeants qui ont si mal mené le pays de la France. La France, c'est une devise et c'est des valeurs. Ça n'est pas une bande de truands qui font semblant de gouverner. Merci d'avoir entendu. Et si on doit se fier aux valeurs justement de la bienveillance entre Poutine, Trump et von der Leyen, on sait tout de suite à qui se fier. Bah oui, les seuls qui ont déconseillé, plus ou moins quand même, le vaccin, on peut dire que c'est Poutine et Trump. Et qui en a commandé des milliards de doses? Eh bien, c'est von der Leyen, pour faire simple. Oui, c'est une ligne de fracture supplémentaire, comme si on en avait besoin dans ce miroir brisé qu'est l'Europe. Voilà, donc ce qu'on peut conclure quand même, c'est que non, avoir confiance dans les politiciens, et c'est compliqué. Ce que vient de dire Jean-Pierre est parfaitement juste. Quand on a l'exemple de politiciens qui prennent vraiment soin de leur peuple, alors on peut se dire que ce sont des gens bien et que ce sont des gens qui prendront soin d'autres peuples conquis ou à conquérir. Battus ou pas battus d'ailleurs, hein, mais ce qui serait plus important et plus intéressant, c'est que notre peuple français, que nous connaissons modestement, puisqu'on est français, prennent conscience de tout ce qu'on vient de se dire et se disent que la solution, elle passe par eux. Chaque individu est porteur de la solution. Voilà. Il faut que chacun d'entre nous se dise, ben moi, j'aimerais faire ça, je voudrais faire ça. Et Monsieur Trump est capable de le faire, donc je vais le demander à Monsieur Macron. Peut-être qu'avec un peu de chance, Monsieur Macron, il dira oui parce que Trump l'a déjà fait ou parce que Poutine va le faire. Et comme il s'agit de choses bien, eh bien, ils auront pas d'autre choix que d'accepter. Ça me fait penser un petit peu à la situation de l'Alsace-Lorraine entre 1870 et 1914. L'Alsace-Lorraine en a profité pour demander tout un tas d'avantages aux Allemands, chaque fois qu'elle était gouvernée par les Allemands qui venaient de la reprendre. Et quand c'était les Français, ils faisaient la même chose avec les Français, ce qui fait que les Alsaciens-Lorrains se retrouvaient avec des avantages divers et variés. Aujourd'hui encore, hein, en Alsace, ils bénéficient d'un statut particulier. Par exemple, une personne qui va être au minimum retraite, on va dire dans le sud de la France, ne sera pas du tout le même au niveau du tarif en Alsace. Voilà, donc on va pas se plaindre de ça. Donc, mais ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde soit logé à cette même enseigne. Bon. Et que tout le monde n'ait pas à se plaindre de deux poids deux mesures quand on nous explique que la République est une et indivisible, c'est pas tout à fait vrai. Elle n'est pas la même partout, avec les mêmes lois, les mêmes habitudes, bon, etc. Donc il y a une notion de justice, de justesse qu'il va falloir mettre en œuvre. Et si je devais terminer, je dirais que la justice, c'est le tuyau par lequel va devoir passer un certain nombre de choses avant tout simplement on récupère notre bon sens, parce qu'en France on a un petit peu perdu. Et puis avant que certains pays comme celui de M. Poutine, la Russie, et pourquoi pas M. Trump, nous mettent en demeure de faire juger des gens qui ne nous ont pas rendu de bons services. Cela peut nous aider à éventuellement les isoler, bien sûr, à les capturer si c'est nécessaire un jour, et à nous aider, à nous en tant que peuple français, à se reconstruire sur des bases tout à fait différentes de la démocratie notamment, même si ce ne sont pas des pays démocrates. Je pense que M. Poutine n'est pas au fond de lui-même un démocrate, c'est ce que j'appellerais plutôt un monarque éclairé, comme on disait autrefois au grand siècle, quelqu'un qui a effectivement tous les pouvoirs, mais qui a décidé de les mettre au service du bien de son peuple. Quant à M. Trump, lui, il est un peu plus dans la démocratie, mais il s'est aperçu que tout avait été dévié, tout avait été truqué, tout avait été caviardé au sein de cette soi-disant démocratie, que désormais c'est compliqué d'appeler les États-Unis d'Amérique une démocratie tant qu'elle n'aura pas fait son aggiornamento, c'est-à-dire sa mise à jour de la vraie démocratie. Et nous proposons quoi? Nous proposons au sein du CNTFCH de rameuter non pas l'ensemble des gens de la Terre, mais en tout cas les Français sous la bannière de la vraie démocratie. Voilà. À la grande différence des médias actuellement, nous
vous diront pas à qui se fier. Ben non, au Conseil national de transition français, canal historique, nous vous laissons le libre arbitre et donc la possibilité de gérer vous-même ce que vous appréciez. Maintenant, j'ai juste une chose à vous dire. Bah, portez-vous bien. Bah oui, jusqu'à mercredi, notre prochain rendez-vous avec la France Libre. Excellente soirée. Merci Philippe, merci Jean-Pierre, merci à vous.